Ça vous est déjà peut-être arrivé, vous êtes entre amis en train de discuter de conquête spatiale, et puis il y a ce type qui arrive avec cette blague. Dis, tu sais que les Américains ont dépensé des millions de dollars pour pouvoir écrire en apesanteur? Ouais, ok, Et tu sais ce que les Russes ont fait? non. Ils ont utilisé un crayon. Ah, mais tu mérites une claque. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Et non, les Russes n'ont pas utilisé de crayon dans l'espace parce que la mine du crayon, lorsqu'elle s'effrite, eh bien, elle va aller se loger dans des appareils et va pouvoir causer des dommages. C'est la raison pour laquelle les Américains ont utilisé une montre avec de l'éshalite. Parce que quand l'éshalite, eh bien, il se casse, eh bien, il ne va pas aller se loger n'importe où dans les appareils. Il reste bien compact et c'est beaucoup plus sécurisant pour la mission. Vous l'avez compris, on va parler de la Speedmaster et plus précisément des points que je n'aime pas sur la Speed et des points que j'adore. Mais on va commencer par les points que je n'aime pas. Et on commence en fait avec cette asymétrie. Donc si vous voyez bien, on a une partie du cadran sur votre droite qui est asymétrique. Et ça veut dire que en fait il y a plus d'acier. Et voilà, moi j'ai pas de problème avec la symétrie, mais cette partie d'acier en plus qui vient porter le diamètre à 42 mm, eh bien elle vient un petit peu boucher l'utilisation de la couronne. Donc il reste que quelques millimètres pour remonter la couronne, et du coup le remontage n'est pas très satisfaisant. On est le matin, on veut remonter la montre, eh bien voilà, on n'a pas vraiment de grippe là-dessus, on n'a pas vraiment de couple dans la main que pour pouvoir aller remonter de façon ferme et précise. C'est un petit peu l'inverse d'une Hamilton Khaki Fit, pour ceux qui connaissent. Là, il y a une grosse couronne, il n'y a pas d'épaulement. Autre point que je n'aime pas, il y a également des poussoirs qui sont voilà, eux aussi un petit peu protégés par cette partie un peu plus, ouais, cette partie asymétrique. Et ces poussoirs, en fait, ils sont très secs. Donc quand on appuie dessus, voilà, c'est pas très gai, faut appuyer un peu fort, on a un peu l'impression de casser. Et en plus de ça, troisième point, lorsque la course de l'aiguille du chrono démarre, eh bien, elle fait un petit saut d'abord. Au lieu de commencer, je veux dire progressivement, eh bien, elle fait ce petit saut de quelques millimètres, voilà, que je trouve qui est pas top pour une montre de cet acabit-là. Autre point que je n'aime pas sur le fermoir, eh bien, on a donc les deux parties ici sur lesquelles on va appuyer et grâce auquel on va pouvoir ouvrir le fermoir. Voilà, mais ce fermoir n'est pas protégé par un fold-over clasp qu'on peut trouver par exemple sur la Tudor, ici. Voilà, ici c'est bien protégé. Donc ici sur cette Tudor, il n'y aura pas d'ouverture intempestive. Pour terminer sur le bracelet, on a une hauteur artificielle qui est encore augmentée. Donc c'est-à-dire que en réalité, de corne à corne, elle fait 47 mm, mais avec les pièces de bout ici, ça porte la hauteur à 50 mm, ce qui fait franchement grand, surtout pour un petit poignet comme le mien. Ça a été corrigé dans la nouvelle Speed 2021, puisque le nouveau bracelet eh bien, a des pièces de bout qui démarrent au bon endroit et qui font démarrer le bracelet vraiment au bon endroit. Très pratique pour les petits poignets, parce que ici eh bien, on a un espace un petit peu disgracieux pour vous faire comprendre encore mieux. Pour caricaturer, si on avait fait une montre comme ça, aussi longue que ça, avec des pièces de bout aussi longues que ça, ben, on aurait encore eu des espaces plus grands. Donc plus on va avoir un bracelet qui va épouser le poignet, meilleur le rendu va être au porté. Autre point également, du fait de sa taille, eh bien, elle ramasse les coups. Moi j'ai un collègue qui a une Breitling Super Avenger, une 45 mm, une cartouche incroyable. Voilà, faut dire qu'il est assez robuste aussi. Il est pourtant soigneux, mais il l'a massacré comme un fou parce que elle est énorme et donc elle prend les coups partout. Plus une montre va être grande, pardon, plus elle va avoir tendance à se cogner ça et là. Et ce qui se passe sur cette Speed, c'est qu'elle a des arêtes qui sont relativement saillantes. Et du coup, les pocs et les coups vont se voir très facilement. D'ailleurs, si vous achetez un jour une Speed d'occasion, il faut absolument regarder toutes ces arêtes parce que c'est trop facile de passer à côté, on est un peu submergé par l'émotion. Enfin, c'était mon cas lorsque j'ai acheté la Speed. Je regrette pas du tout cet achat, mais c'est juste que je suis passé à côté des pocs et j'aurais préféré acheter en conséquence de cause. Ça aurait probablement pas remis en cause l'achat. Mais voilà, les premières semaines, je n'ai vu que ça. Et du fait que le POC arrive sur les arêtes et que les arêtes ont un mix entre des surfaces polies et des surfaces brossées, eh bien, il se voit très très fort et accroche très fort la lumière. Le dernier point négatif, ben, c'est une montre qui n'aime pas l'eau. Alors Internet se déchire régulièrement à ce sujet.
il y a ceux pardon, qui disent qu'elle va très bien dans l'eau, vidéo à la pluie dans la piscine ou dans la mer, et puis ceux qui disent que non, il faut surtout pas la mettre dans l'eau parce que c'est pas fait pour, qu'elle est étanche à 30 mètres. Bon, moi je préfère pas prendre de risques. Voilà, donc il y a cet aspect-là aussi. Dès que je sais que je vais devoir être en contact avec de l'eau, eh bien, je vais du coup l'enlever. Ce qui est un petit peu curieux pour une montre qui est à vocation d'être une montre outil. Alors c'est tout pour les points négatifs. Maintenant on va passer aux points positifs. Le grand point positif de cette montre, c'est sa lisibilité. Franchement, quand on regarde un cadran comme celui-là, voilà, il est assez chargé, hein, vous pouvez le voir. Il y a des inscriptions, il y a des index. Entre les index, il y a encore d'autres index. Dans ces index, il y a encore d'autres petites barres très très fines. Et pourtant, on sort la montre et on voit directement l'heure qu'il est parce que les aiguilles sont des aiguilles blanches, vraiment blanches, et qu'elles ont une épaisseur qui est bien caractéristique. Donc elles se démarquent du reste. Je trouve qu'il y a un aspect proportion, un aspect lisibilité qui est fantastique et qui permet vraiment de lire l'heure très facilement, surtout quand on considère à quel point ce cadran est chargé. Un autre point que je trouve positif, c'est un peu gag, donc c'est la présence d'un... Il y a un zizi. Voilà, j'ai dit. Sur l'index de 12 heures, ils ont mis un zizi. Une barre, 2 boules. Faut oser. Moi j'adore ça, hein, quand les gens ont un peu de panache, quand ils sont un peu fous pour faire des trucs pareils. Ils auraient pu faire un système traditionnel avec un index en triangle inversé, comme sur la plupart des montres SKX ou encore ici cette Tudor. Mais non. Il y a quelqu'un qui a proposé l'idée de faire une barre avec 2 boules. Et ça a été accepté. Vraiment chapeau, j'adore. Donc l'année dernière et cette année encore, j'ai recentré la collection vers le 36 mm. Donc c'est la montre de grand diamètre qui me reste, 42 mm. Et je dois dire que je suis assez enchanté de passer d'un type de diamètre à un autre. Surtout que ici, il y a des grandes arêtes, des surfaces polies, des surfaces brossées. Et donc ouais, elle est assez voyante. Ça me pose pas de soucis parce qu'elle est pas ostentatoire. Mais voilà, j'aime bien. Voilà, pour une de ces montres et la montre iconique de la collection, ou une des montres iconiques de la collection, eh bien avoir quelque chose qui est franchement voyant. Point positif sur le bracelet, c'est que au niveau du maillon central, eh bien, il est entouré par des surfaces polies. Alors c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus sur la nouvelle Speed, ou en tout cas plus sur la nouvelle Speed en version Ezalite, puisque là le bracelet est brossé. Par contre sur la version Saphir, eh bien, on a un maillon encore qui est poli. Voilà, moi je trouve que c'était pas mal d'avoir cette petite partie polie encore avec les élites. Il faudra choisir, à savoir que la nouvelle version, en version Saphir, aura donc le bracelet poli, mais également un logo appliqué. C'est vraiment une montre versatile. Oui, il y a du noir, il y a du blanc, donc c'est assez neutre et on va pouvoir mettre dessus des tas de bracelets en cuir, du brun, du noir, des racing, en alligator, de toutes les couleurs qu'on veut. En réalité, presque tout lui va, à part un bleu marine, je crois que tout lui va. Ça prolonge un petit peu l'émerveillement, ça prolonge un peu la vie de cette montre dans une collection, puisque on n'a jamais fait le tour. Avec 20 mm, on a ici une largeur d'entrecorne tout à fait standard, donc on va pouvoir trouver des bracelets très facilement, dans toutes les longueurs aussi, hein. Et donc sa versatilité, c'est un point très très positif qui va clôturer cette liste. Qu'est-ce que vous pensez de cette montre? Quels sont les points négatifs ou positifs dont je n'ai pas parlé ici et qui sont marquants pour vous? Mettez-les en commentaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!